conception. Popper, dans sa théorie de la vérité, utilise un mot important. Il dit plutôt de la vérisimilitude. Alors, cette affaire m'intéresse particulièrement, parce que quand on parle de vérisimilitude, c'est l'idée même que la vérité elle-même est sans cesse falsifiée. Popper refuse que la vérité ne soit pas elle-même sans cesse falsifiée. Et c'est important, cette idée. Regardez la conséquence politique que ça a pour nous au niveau de l'éthos académique africain. La conséquence politique, c'est que si on a donné une décision, on ne la révise pas. On la tient pour vraie. La question est comment nous nous donnons les moyens de réviser ce qui est considéré comme une vérité. C'est donc la critique de la conception éternitaire de la vérité. Critique de la conception définitiste de la vérité. Critique nécessaire. Tout à l'heure, quand je serai dans mon point 5, je vais montrer comment au niveau des accords de coopération, ces choses dont nous parlons sur le plan théorique ont des conséquences extrêmement graves. Nous avons des accords de coopération qui ne sont pas révisés depuis plusieurs années, et lorsqu'ils sont révisés, ces accords, ils ne sont pas révisés au niveau de la substance. C'est des accords, comme vous le savez, qui sont antinomiques. Il y a des accords secrets et il y a des accords écrits. Si on maintient cette formule, nous partons pour la perte définitive. Je reviendrai dessus assez longuement tout à l'heure. Je vais rapidement dire la même chose avec Derrida et sa théorie de la vérité. Il dit que les énoncés de la vérité est devenue indécidable. Son concept majeur ici, c'est l'indécidabilité. Elle ne se décide plus de manière définitive. Les connaissances ne sont plus stables. Elles ont cessé d'être stables. Elles sont différentielles. Elles se différencient sans cesse. Et Derrida nous enseigne quelque chose de magnifique dans la critique du monologisme, la critique du phonocentrisme. Il dit quelque chose d'intéressant. Et qu'est-ce que nous on a à gagner là-dessus? C'est précisément de dire que les vérités sont devenues indécidables. Que veut dire cette affaire d'indécidabilité? Dans le dernier livre que je viens d'écrire, je fais une découverte très étonnante que l'Égypte pharaonique avait déjà une conception. Elle n'est même pas, elle est même plus qu'indécidable, puisqu'elle est multitraductible de la vérité. On va, pour une seule chose, on voit comment ça fonctionne à plusieurs niveaux. Dans l'indécidabilité, il n'y a qu'une chose dite. Une chose peut être dite et son contraire peut être dit. Donc la logique classique, c'était de séparer les deux, en disant où une chose est vraie, où elle est fausse, elle n'est pas les deux à la fois. Le principe du tiers exclu. Donc la question majeure pour Derrida, c'est de dépasser justement ce principe-là et de dire qu'une chose, telle qu'elle est formulée, peut dire une chose et dire aussi son autre. Et c'est cet effort pour ne pas exclure. Vous voyez, quand on fait une application démocratique de cette chose-là, si on fait ça en Afrique, en disant, on peut prendre ceux qui sont perdus. Donc, on fait un scrutin. Il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Pourquoi nous, on va accepter de dire que ceux qui ont perdu n'exercent pas, alors que, ils peuvent gagner. Les seconds peuvent avoir gagné à 45%, lorsque les autres gagnent à 50%. Je suis généreux et je ne critique pas la nature des gains pour justement dire que pourquoi devons-nous répéter de manière systématique ce schéma-là consistant à exclure ceux qui ont 45% pour ne prendre que ceux qui ont 50%. On peut démystifier cela. Donc, la pensée de l'indécidabilité, c'est de prendre à la fois les perdants, de prendre aussi les gagnants et de composer quelque chose de plus complexe.
encore que cela soit plus proche de notre modèle, dans nos traditions ancestrales. Il n'y avait pas d'exclus. Dans ma dernière leçon en 2015, j'ai fait la démonstration que le système judiciaire qui est le nôtre avait le souci de réhabiliter l'accusé qui réintégrait la communauté nécessairement, pas en lui montrant, en montrant du doigt sa condamnation, mais en mettant à sa bouche l'exemplarité. On peut en dire autant de plusieurs autres penseurs. Je vais finir avec, pour aller très vite, avec Cheikh Anta Diop, et je dirais une chose rapide sur moi, comme ça on ne traîne pas trop sur les protreptiques, mais c'est important parce que ça nous permet d'opérer la subversion qui nous permettra de faire autrement, de faire tout autrement. Le tout autre du même. C'est le même qu'il faut briser. Le même, il faut le briser parce que le même ne dit pas l'importance de l'altérité, l'importance de la différence. Il faut maintenant briser cette façon de penser le même et de penser le tout autre, ou les tout autres du même, pour que nous ayons quelque chose de beaucoup plus complexe. Et cette complexité, nous autres, au niveau du continent, nous en avons les moyens aujourd'hui. Cheikh Anta Diop nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que le nom de l'Afrique n'est pas celui qu'on lui a donné dans la science. Le nom qu'on nous a donné, c'était que, on va dire l'argument de la tabula rasa, la table rase, on n'a rien inventé. Le nom qu'on nous a donné, c'est l'argument de la tabula rasa, la table rase. Et Cheikh Anta Diop nous dit une chose extraordinaire, c'est que le nom scientifique de l'Afrique, c'est antériorité. Donc, un renversement systématique, et il dit, si vous regardez bien cette affaire, là où on a mis tabula rasa, il y a beaucoup de chances qu'il s'agisse d'antériorité. Là où on vous dit qu'il n'y a pas d'État, c'est peut-être là que l'État a commencé. Là où on vous dit, en Afrique, il n'y a pas de droit, c'est peut-être là. Et tout à l'heure, dans ma partie des exemplifications, je vais m'arrêter sur la réfutation de cette idée. Mais je vais aller plus loin parce que mon affaire n'est pas tant de poser à l'Afrique les objections ou les réfutations de l'Occident. Nous allons plus loin aujourd'hui pour entrer dans la compétition scientifique et dire les nouvelles épistémies. Cheikh Anta Diop nous dit donc cette chose extraordinaire que le nom scientifique de l'Afrique est celui de l'antériorité, qui porte d'ailleurs un magnifique titre. Parmi ces 12 livres écrits de sa main, il y en a 8 autres, ce qui fait 20 au total. Sur la chose majeure qu'il nous dit, l'antériorité est le nom du continent africain. Et si vous savez cela, alors lancez-vous dans la bataille scientifique, arrachez, c'est là qu'il dit la grande phrase, la conférence de Niamey, armez-vous jusqu'aux dents, armez-vous de science jusqu'aux dents, pour arracher cette Atlantide-là. D'ailleurs, je reviendrai dessus, mais je vous l'annonce déjà, je préfère vous le dire déjà, l'Atlantide platonicienne est en Afrique, je reviendrai dessus. Je vais aller rapidement pour dire que sur les prophètiques, l'idée ramassée, c'est que nous avons un tournant à opérer. Il y a des penseurs sans origine qui ont fait ce travail. Nous avons les moyens de réadapter cette pensée. Au-delà donc du phénotype, nous avons à intégrer ce qui nous intéresse, à sélectionner et à devenir nous-mêmes les pionniers de la sapience. En ce qui me concerne, ma théorie de la vérité est fondée sur la multitraductibilité du vrai. Le vrai ne se traduit pas avec une seule version. Le vrai est multitraductible. Si le vrai
vrai est multitraductif, ça veut dire aussi que nous avons les chances, chaque fois, de faire mieux que ce qui est donné comme le canon officiel. Ça veut dire aussi que si on a traduit Aristote, entendez bien, on a traduit Adam Smith, on a traduit dans toutes les disciplines des auteurs, les versions académiques institutionnalisées de cette traduction ne doivent pas nous effrayer. Donnons-nous les moyens, puisque nous avons les armes maintenant, d'aller au-delà des traductions acquises pour dérouler ce que j'ai appelé, si nous aimons très bien en entendre, si on s'est bien entendu jusqu'ici, les traductions prophétiques. C'est de ça que la science a besoin. C'est ça l'or. L'or gris. Vous savez que l'or gris dépasse les autres. Les autres sont frappés par la fluctuation de la monnaie et du temps. Mais l'or gris, en ce qu'il est question, c'est la couleur du cerveau. Le cerveau est gris. C'est la couleur de la sapience. La sapience est grise. L'or gris, c'est celui-là qui nous donnera le plus de richesse de manière exponentielle. Je vais donc aller directement à l'exemplification numéro 1. Je peux exemplifier en histoire, en égyptologie, en mathématiques, en théologie, en philosophie. Tenez, je commence par la philosophie. Je commence par la philosophie. Nous continuons d'enseigner que la philosophie est née en Grèce. Alors, je ne vais pas insister sur la gravité de cette affaire. Je vais donner des connaissances qui permettent de dépasser cela et d'actualiser, parce que nous ne pouvons plus écrire ça. Il y a un grand débat au niveau de la conjecture des origines de la philosophie. Il y a des tenants de la thèse grecque, des tenants de la thèse orientaliste, et l'école à laquelle nous appartenons, les tenants de la thèse égypto-lydienne. Je donnais des arguments techniques de la discussion. Premier élément majeur, c'est que les grands philosophes grecs eux-mêmes disent que le mot sophia n'est pas d'origine grecque. Qu'il s'agisse de Pythagore, de Thalès le Milésien, ou même de Platon, la question n'est plus disputée. On sait que le mot sophos, le mot sophia, n'est pas d'origine grecque. La question est alors de savoir quelle est l'origine de ce concept. Alors nous sommes ici dans des discussions extrêmement sévères parce que si on établit philologiquement que la nation qui se réclame de la naissance de la philosophie a un mot qui dit cette chose mais qui n'est pas de cette nation, ça va mettre toute la crise. Je ne fais pas la petite discussion du genre oui, mais bon, ils sont quand même, comme dit Heidegger, il a raison. La philosophie parle grec au sens où la syntaxe philosophique repose pour l'essentiel sur les concepts grecs. Mais la question qui est posée ici, c'est l'alma mater, l'âme mère. Le concept